Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur le Happy Aspie Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur, les diagnostics TDAH et la façon dont certains médecins considèrent le TDAH et les enfants TDAH. Et c'est une manière qui n'est pas acceptable et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Donc mon fils, pour ceux qui me suivent sur Séverine Maman Hyper TSA, maintenant c'est seulement des archives, mais je les laisse en ligne avant de supprimer ce compte en septembre 2024. Donc pour ceux qui m'ont suivi sur Séverine Maman Hyper TSA, vous savez que mon tourbillon a été diagnostiqué très tôt à l'âge de 3 ans par sa pédiatre qui avait été formée au TDAH. C'est ce que je croyais, mais en réalité, quand j'ai demandé à la pédiatre un mot pour l'école, pour éventuellement faire une équipe pédagogique, eh bien, elle me dit que non, en fait, il n'a pas été diagnostiqué TDAH. Ben, j'ai dit si, c'est ce que vous m'avez dit qu'il avait un TDAH. Vous m'avez dit d'aller en psychomotricité. Et là, elle me répond oui, mais je n'ai pas fait comme il fallait faire. Et de toute façon, à 3 ans, on ne peut pas faire du diagnostic TDAH. Donc déjà ça, c'est faux. À 3 ans, on peut diagnostiquer le TDAH. C'est assez rare, mais ça se fait. La preuve, elle-même l'a fait. Sauf que vous voyez, ce médecin, elle avait l'impression de ne pas avoir respecté ce que disent les psychiatres. Parce qu'en fait, le problème, il est là. C'est que les psys, encore eux qui créent des problèmes, ils en ont créé tellement pour les personnes autistes et leurs familles. C'est eux les psychiatres, ils ont rien à voir dans le TDAH. On est d'accord, parce que le TDAH est un problème neurologique, c'est pas un problème psy. Ok? Donc les psychiatres, c'est eux qui ont la main mise sur les troubles neurologiques, voilà, alors qu'ils sont même pas formés en neurologie, voilà. Ont décidé que, soi-disant, on ne pouvait pas savoir avant 6 ans si un enfant avait un TDAH. Pourquoi? Parce que avant 6 ans, les enfants bougeaient beaucoup et n'avaient pas une attention forte. Eh bien, vraiment, là, on voit que les psys connaissent très, très mal les enfants. Parce que certes que les enfants bougent beaucoup, mais il y a bouger beaucoup et bouger beaucoup. Et un enfant TDAH, il bouge bien plus que la moyenne. Et moi, le mien, il avait 2 ans. À partir du moment où il est sorti du parc, c'était toute la journée non-stop. Il ne s'arrêtait jamais, même pour manger. Donc oui, bien sûr qu'on peut détecter un enfant TDAH à 3 ans dans les cas comme ça très forts. Donc déjà, premier mensonge des psys. Moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est que du coup, elle me dit, donc ma toubib, la pédiatre de mon fils, du coup, il va falloir suivre la procédure. Donc la procédure, en fait, c'est qu'il faut que moi, en tant que parent, je remplisse un questionnaire, je dois répondre à 80 questions. Pareil pour l'instit. Donc, on a commencé le processus l'année dernière. Et là, je pique un coup de gueule contre certains instits. Hein, je mets pas les professeurs des écoles tous dans le même panier. Donc, la même professeure des écoles qui m'avait convoquée parce que le comportement de mon fils, ça n'allait pas, qui avait marqué sur le bulletin scolaire qu'il avait des problèmes de concentration et qu'il était agité. La même, quand je lui ai demandé de remplir les 80 questions, là, subitement, ah non, il n'a pas TDAH, ah non, il n'a aucun problème de concentration, il n'a aucun problème d'agitation en classe. C'est-à-dire, elle se contredisait elle-même. En fait, vous savez pourquoi? Il s'est passé que c'est un concours de circonstances, c'est que quand je lui ai demandé de remplir les 80 questions, c'était le dernier jour d'école. Voilà, j'avais pas fait exprès, c'est comme ça. Le temps d'avoir un rendez-vous avec la pédiatre spécialisée en TDAH, ça prend beaucoup de temps. Il s'est trouvé que c'était le dernier jour d'école. Et il faut savoir que je suis tombée sur une institutrice qui avait une bonne mentalité de fonctionnaire. Et donc, le dernier jour d'école, elle avait décidé de foutre les mômes devant la télé. C'est ce qu'ils ont fait les mômes. Hein. Renseignez-vous, vous verrez que le dernier jour d'école, ça sert à rien de mettre votre môme à l'école, il va être devant la télé. Donc, les mômes, ils étaient devant la télé. Et elle était là, parce que mon fils, il voit tout, hein, c'est ça, les TDAH, ils observent tout. Ils ont un œil de lynx. Il a vu qu'elle était sur son mail. Donc, en fait, elle a parcouru à toute vitesse les 80 questions, alors que c'est vraiment un travail sérieux. Ça prend plusieurs semaines pour le faire. On répond pas n'importe comment. C'est vraiment le diagnostic d'un enfant qui est en jeu et sa vie qui est en jeu. Elle a parcouru comme ça à toute brinzingue et elle m'a pondu cette ineptie. Voilà. Donc, du coup, eh bien, je suis allée voir donc son médecin spécialisé en TDAH et je lui ai dit, malheureusement, on n'a pas le mot enfin, on n'a pas le questionnaire n'est pas rempli par son professeur des écoles. J'ai dit, mais c'est pas grave, on reviendra l'année prochaine. Donc, l'année prochaine arrive, mon fils rentre en CM1, l'année 2023-24. Et là, donc, ça y est. Donc,
j'ai fait remplir par l'institutrice qui avait l'air un petit peu de connaître le TDAH parce qu'elle avait remarqué, donc déjà pareil, la fille avait été convoquée, problème de comportement, etc. Donc elle avait marqué que oui, effectivement, elle lui faisait des petits gestes quand elle voyait qu'il s'excitait trop. Enfin bon, bref. Donc, cette fois-ci, tout était rempli pour avoir son diagnostic TDAH. Et là, nouveau coup de gueule contre l'instit. Le coup de gueule contre la TOUB arrivera après. C'est qu'en réalité, l'instit qui, soi-disant connaissait le TDAH, qui m'avait donc parlé des problèmes de comportement de mon fils, qui avait plusieurs fois comme ça des punitions parce qu'il avait des comportements inappropriés en classe, juste le comportement de l'enfant TDAH, hein. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être comprendre que le TDAH est un handicap. Est-ce qu'on doit être puni pour son comportement? Je ne pense pas. On répare si on l'a cassé, renversé quelque chose, mais être puni, je ne pense pas. Donc, il avait une fiche à remplir. Et alors la fiche, je vous raconte pas, il y avait marqué, l'enfant, en fait, l'enfant lui demande à 10 ans, hein, on lui demande pourquoi il a fait cette bêtise, qu'est-ce que cette bêtise a engendré comme problème pour lui, qu'est-ce que ça crée comme problème au niveau de la classe, qu'est-ce qu'il envisage de faire pour l'avenir, patati, qu'est-ce qu'il veut dire à la maîtresse. Non mais attendez, vous imaginez là la maturité qu'on exige à des enfants qui, par essence, ont une maturité comportementale de 2 ans de retard? Mais c'est du grand n'importe quoi. Donc, je découvre que donc cette institutrice, déjà, elle n'a pas rempli toutes les questions. Bon, ça, je le savais. Elle savait pas. Elle savait pas répondre aux questions. C'est quand même bizarre quand même, hein. Et surtout, son pédiatre me dit qu'en fait, elle me fait comprendre que, vu ce qu'elle a répondu, on peut pas vraiment conclure un TDAH, en tout cas au niveau du comportement à l'école. Il dit, elle a été gentille, sous-entendu, ça correspond pas à ce qu'elle met en fait sur le bulletin. Et donc je me suis dit, je me suis posé la question, mais cette institutrice, mais quel est son problème? En fait, elle pense que c'est mal de dire la vérité. Là, on lui demande de décrire d'un point de vue clinique un comportement. On lui demande pas un jugement. Et donc, en fait, dans les 80 questions auxquelles elle devait répondre, il y avait des degrés. Donc, 0, c'était jamais. 1, c'était de temps en temps. 2, souvent. Et 3, c'était tout le temps. Et moi, je sentais qu'elle avait un côté comme ça très, très hypocrite. Et comme si c'était une honte d'être TDAH. C'est pas une honte, c'est un fait contre lequel on n'y peut rien. Certains vont être aveugles, d'autres vont être avec un TDAH. Ce n'est ni une honte, ni une gloire, c'est une réalité avec laquelle il faudra faire avec. Il y aura des compensations parce que Dieu fait bien les choses. On sait que les personnes aveugles, par exemple, elles ont des compensations avec d'autres sens, sont beaucoup plus attentives au niveau auditif, etc. On sait aussi que les enfants TDAH, ils ont des compensations puisqu'ils ont des domaines où ils sont très forts. Bref, là n'est pas la question. Mais apparemment, pour cette institutrice, c'est une honte d'être déclarée TDAH. Donc, en fait, elle a sous-évalué tous les critères. Ce qui fait qu'on avait envie de dire, mais alors dans ce cas-là, madame, si vous répondez ça, ne me convoquez pas pour me dire qu'il y a des problèmes. Il y a zéro problème d'après ce que vous écrivez. Donc, enfin bref, vous voyez, l'instit était absolument pas cohérent. Mais au moins, elle a fait l'effort de répondre. Du coup, quand même, la pédiatre, là, je la remercie pour le coup, a compris que oui, effectivement, elle a compris le problème de l'institutrice, qu'elle n'avait pas été vraiment honnête. Et du coup, elle a validé le TDAH. Donc, ça y est, mon fils est officiellement TDAH. Alléluia. Bon, ça veut dire qu'on va pouvoir éventuellement mettre en place des choses. Bon, il n'a pas besoin d'AVS, mais en tout cas, c'est important aussi pour l'avenir. Parce que là, il est en CM1, et en CM1, ça commence déjà, on peut plus trop se lever comme on veut. Et donc du coup, c'est pour ça que les problèmes de comportement arrivent. Et ça, c'est sûr qu'avec un certificat TDAH, là, on va pouvoir mettre en place comme ça un aménagement pour que mon fils ait le droit de bouger et qu'il puisse un peu se contenir parce qu'il fait déjà tellement d'efforts, parce que c'est ça, les enfants TDAH font déjà tellement d'efforts pour se contenir tout au long de la journée dans des classes qui sont souvent agitées. C'est vraiment le cas dans la classe de mon fils, voilà. Alors, ce qui m'a vraiment mis en rogne de la part de la pédiatre, c'est qu'elle me sort, mais une phrase, je vous jure que je me suis retenue. Plus j'étais épuisée parce que le rendez-vous c'était à 11h30. Et moi, vous savez, je suis pas opérationnelle avant 14h. Je me sens vraiment très fatiguée et très vulnérable sur le plan moral, physique, intellectuel. Donc,
Elle me dit: «Il faudrait, que vous ouvriez à l'idée de la médication, genre prendre de la Ritaline». Là, j'étais là, genre la petite pilule miracle qui va faire que mon fils va être super sage en classe. Là, je vous jure, je me suis contenue comme je viens de le dire et j'ai dit: «OK, on va voir si je peux avoir un vrai dialogue d'adulte. Je connais très bien la Ritaline, je sais très bien ce que c'est. Mon fils en a jamais pris, évidemment, je suis totalement contre. Mais il se trouve que comme j'ai passé des années dans des groupes de parents TDAH, j'ai eu tous les témoignages des parents TDAH et en plus j'ai fait des recherches. Je vous donnerai la fiche du Vidal, du Vidal sur la Ritaline dans pas très longtemps. Donc là, je fais un petit peu l'innocente et je demande, ça appartient à quelle classe de médicaments, la Ritaline? Et là, elle me répond psychostimulant. Alors, il faut savoir que, en fait, la Ritaline, elle appartient à deux classes de médicaments. Psychostimulant. Donc, psychostimulant, ça va, ça a l'air plutôt positif. Sauf que le mot stimulant est un petit peu inquiétant quand on voit des enfants TDAH qui sont déjà assez agités. On se demande en quoi ils ont besoin d'être stimulés. Du coup, je pose quand même la question. Vous pensez qu'il a besoin d'être stimulé? Elle me dit, ah, mais non, c'est pas, c'est un autre style de stimulation. Mais elle ne m'explique pas. Je pense qu'elle doit comprendre que je dois pas être assez intelligente pour comprendre comment fonctionne un médicament. Ça fait toujours plaisir quand les parents sont considérés comme des idiots. Sauf qu'en fait, elle me dit la moitié de la vérité parce que la deuxième classe de médicaments, et c'est ça que je voulais qu'elle me dise, à laquelle appartient la Ritaline, c'est la classe des stupéfiants. Et oui, je le sais très bien, parce que j'ai eu une grande discussion là-dessus un jour avec un pharmacien. C'est un stupéfiant, c'est classé comme un stupéfiant par le FBI. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que si quelqu'un se balade avec de la Ritaline et qu'il n'a pas son ordonnance, il peut aller en prison pour possession illégale de drogue. Donc, la Ritaline, c'est un stupéfiant. Alors, je ne dis pas qu'il faut jamais la donner. On est d'accord. Je ne critique pas. Je sais il y a des parents qui ont été obligés de le faire. Mais on reviendra peut-être après sur la vraie raison pour laquelle, soi-disant, on n'avait pas le choix de donner la Ritaline. Sauf que moi, en l'occurrence, mon fils, il est suivi depuis l'âge de 3 ans. On a mis en place des pratiques. Je lui apprends la méditation depuis 2 ans. Donc, me proposer un stupéfiant comme solution miracle, ça m'a mis hors de moi. Et d'ailleurs, je vais vous lire ce qui est dit sur la Ritaline dans le Vidal. Alors, voilà ce qui est dit sur la Ritaline. Ce médicament ne peut être utilisé dans les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité qu'après un diagnostic formel établi par un spécialiste des troubles du comportement. Un bilan cardiovasculaire, incluant la mesure de la tension artérielle et la fréquence cardiaque, doit être réalisé avant de débuter le traitement. Ça commence bien. Ensuite, un suivi régulier est indispensable pendant le traitement pour limiter les éventuels effets indésirables. Il comprend une surveillance de la tension artérielle, du rythme cardiaque, de la taille et du poids. Déjà ça, même si j'avais eu dans un premier temps envie de donner ce médicament, j'aurais renoncé. La sécurité d'emploi et l'efficacité de l'utilisation prolongée du méthylphénidate, donc c'est la molécule, chez l'enfant, sont mal évaluées. Super rassurant. Le traitement est habituellement interrompu pendant ou après la puberté. Le médecin peut également prévoir des interruptions de traitement en fin de semaine et ou pendant les périodes de vacances. Des précautions sont nécessaires en cas d'épilepsie, d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique ou d'anomalie de la numération formule sanguine. L'abus de ce médicament peut conduire à un état de dépendance psychique. La vigilance de l'entourage est particulièrement nécessaire chez les enfants ou adolescents très instables ou ayant souffert d'une dépendance à l'alcool, aux drogues et aux médicaments, etc. Bon, après là, ça ne concerne pas mon fils puisque évidemment, il a 10 ans. Bien. Alors, pour les adultes, ça peut être intéressant parce qu'il y a des adultes aussi qui en prennent. Ce médicament contient une substance susceptible de rendre positifs certains tests antidopage et ce médicament peut modifier le comportement, prudence lors de la conduite ou de l'utilisation de machines dangereuses. Ok? Et ça marche aussi pour ceux qui font du vélo? C'est pas précisé. Alors maintenant, on va passer aux effets secondaires. Alors, les effets indésirables possibles. Vous êtes prêts?
Mouvements anormaux. Tics, agressivité, comportement hostile, agitation, anxiété, manque d'appétit ou refus de manger, hallucination, dépression, aggravation de l'hyperactivité. Non, mais alors là, c'est carrément le poupon. Modification de l'humeur, accélération du cœur, palpitations, troubles de rythme cardiaque, augmentation de la tension artérielle, maux de tête, engourdissement, faiblesse ou paralysie d'un membre, troubles de la coordination, de la vision, de la parole ou de la mémoire, pouvant être le signe d'un trouble cérébral, ralentissement de la croissance lors de traitements prolongés chez l'enfant. Voilà, donc déjà ça, c'est vraiment que des réjouissances. Et alors, maintenant, les effets secondaires ont été classés. Très fréquent, fréquent, peu fréquent, très rare. Alors, ce qu'on va faire très fréquent et fréquent. Alors, moi, je savais, pour avoir été dans de nombreux groupes de parents TDAH, qu'il y avait souvent des problèmes d'insomnie et d'anorexie. Donc vous imaginez, vous donnez un médicament soi-disant miracle qui va permettre à votre enfant d'être super sage en classe, sauf que l'enfant, il dort plus et il mange plus. C'est sûr que ne pas dormir et ne pas manger, ça va vraiment aider l'enfant à être en forme pour travailler. Alors, très fréquent, maux de tête, diminution de l'appétit, insomnie, nervosité, nausée et sécheresse de la bouche. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, exactement ce que je vous avais dit que j'avais constaté de manière humaine. Voilà, on voit la diminution de l'appétit et l'insomnie. Et vous voyez en plus la nervosité. Donc, c'est quand même bizarre. Hein. On nous dit c'est un psychostimulant, mais on oublie de dire que voilà, c'est un stupéfiant. Donc, effectivement, les stupéfiants, ça rend les gens nerveux, c'est bien connu. Et voilà, donc maintenant fréquent, somnolence, vertige, mauvaise coordination des mouvements, douleur abdominale, diarrhée, vomissement, chute de cheveux, démangeaison, éruption cutanée, urticaire, douleur des articulations, fièvre, toux, rhume ont été également observés, uniquement chez l'adulte. Bon, alors je donne quand même, hein, au cahier des adultes. Soif, digestion difficile, baisse de la libido, crise de panique, stress, grincement des dents. Non, vous voyez, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Vous voyez ce que c'est que ce magnifique médicament qui est soi-disant la petite pilule miracle. Donc moi, j'ai dit non. Voilà. Autre chose que j'ai pas du tout apprécié, c'est que en fait mon fils, une des raisons pour lesquelles son comportement aussi ne va pas, c'est parce que il est dans une classe très agitée. Parce qu'en fait, il y a un problème d'agitation générale. On le sait, il y a un problème d'écran en France. Et donc, les enfants sont sur les écrans, ne dorment pas assez, les parents ne jouent pas leur rôle, et résultat pratique, après, les instituteurs se retrouvent avec les trois quarts de la classe qui n'écoutent rien. Donc, vous voyez, l'institutrice, toute la journée, elle crie sur les mômes. Et mon fils, qui est TDAH, qui est de nature, on va dire, à se laisser distraire par un rien, toute la journée, il devrait rester concentré, alors que l'institutrice crie et que les autres font du bazar. Non, mais vous vous rendez compte que c'est mission impossible. Eh bien, elle considère, donc la pédiatre, que oui, que mon fils est tout à fait grand pour arriver à se contrôler. Par contre, non, on ne peut pas demander aux professeurs des écoles. Elle, c'est normal, par contre, si elle crie toute la journée. Donc, on sait très bien que crier sur des enfants qui n'écoutent pas n'est absolument pas la solution. Et d'ailleurs, je lui en ai proposé des solutions parce que j'ai mouillé le maillot. J'ai proposé à cette professeure de leur faire des séances de méditation. Donc, je lui ai envoyé la vidéo de la méditation de la pluie. Et puis, j'ai proposé tout simplement d'alerter les parents sur le problème d'agitation collective de la classe pour que vraiment alerter les parents sur la consommation d'écran qui entraîne voilà un manque de sommeil et une agitation en classe et qui crée des problèmes au niveau de la scolarité des enfants. Vous voyez, j'ai mouillé le maillot alors que finalement c'est pas à moi de le faire. Ça c'est à l'institutrice. Elle constate qu'il y a quelque chose qui va pas dans la classe, c'est à elle d'agir et c'est pas en criant sur les enfants qu'on va résoudre le problème. Non mais vraiment pas. Donc ça m'a rendu voilà dingue d'entendre la pédiatre considérer que c'était à mon fils de 10 ans de prendre sur lui qui travaille dans de mauvaises conditions et qui devait être particulièrement sage. Voilà. Et que sinon, il y a la petite pilule magique qui va tout arranger. Petite pilule magique qui ne prendra jamais. Voilà. Donc, voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule. Donc là, je vais un peu redescendre. Voilà, je vais inspirer. Voilà, je vais terminer en disant que voilà, ne vous laissez pas faire. Franchement, il y a d'autres solutions que de prendre la Ritaline.
Moi, je vais vous dire, si vraiment votre enfant n'a jamais été détecté avant l'âge de 6 ans et qu'après en classe, c'est intenable, moi, je pense qu'il y a des trucs à faire. Les trucs à faire, c'est le sport à haute dose. Pourquoi? Et je ne comprends pas comment, voilà, les médecins n'aient pas pensé à ça. On sait que le fait de faire du sport génère des hormones, ok? Des hormones du bien-être, la dopamine et l'endorphine. Donc, c'est vraiment ce dont ces enfants ont besoin. Et du coup, ça va être fait naturellement. Au lieu de bourrer ces gamins de stupéfiants, de la petite pilule avec tous ces effets secondaires très dangereux, très problématiques, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement mettre en place dans les écoles où il y a des enfants TDAH un programme de sport le matin où ils vont faire 2 heures de sport et après, ils suivront les cours avec les camarades. Et moi, je vous garantis, j'en suis convaincue, que si ces gamins TDAH, au lieu de prendre donc des gamins TDAH qui n'ont jamais été suivis en psychomotricité ou en quoi que ce soit, et qui sont intenables, si ces gamins, ils font de 8 heures à 10 heures du sport, je pense qu'ils vont être calmes le reste du temps. Voilà. Et en incluant aussi la méditation. Parce que c'est vrai qu'avec les enfants TDAH, il faut à la fois faire du sport pour se défouler, puis générer les hormones qu'il faut et dont on a besoin. Et il faut aussi également apprendre à se poser. Donc, on peut faire la sophrologie, la méditation. Voilà, je pense que je développerai ce sujet vraiment important dans un nouveau podcast. Mais voilà, en attendant, si vous avez des enfants TDAH, likez, partagez à vos contacts parce qu'il ne faut pas se laisser faire. Voilà, il ne faut pas se laisser convaincre qu'il y a la petite pilule magique, ça va tout arranger. C'est faux. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis, si vous n'avez pas d'enfant TDAH, mais que ce sujet vous a intéressé parce que peut-être que vous avez un enfant TDAH, mais vous ne savez pas, ou peut-être qu'autour de vous, il y a un enfant agité, bah, si ça se trouve, il a un TDAH. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que voilà, essayez de partager un maximum de personnes. On ne sait jamais, ça peut toucher une personne TDAH. En tout cas, moi, j'ai mis tout mon cœur pour faire ce podcast parce que j'ai vraiment envie qu'on traite mieux les enfants en France, dans ce pays, qu'on fasse un meilleur dépistage, un dépistage beaucoup plus précoce. Je pense que j'en parlerai également aussi lors d'un nouveau podcast et surtout qu'on s'occupe des enfants avec tous les outils qu'on a pour vraiment leur apporter un équilibre sans passer par ces médicaments qui sont vraiment très dangereux. Voilà. Donc, merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.